Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans la série consacrée aux méthodologies nécessaires pour vos épreuves et nécessaires pour votre réussite. Ici, il s'agit de voir les méthodes qui vont vous permettre en express de revoir le nécessaire. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à la démarche qu'il faut adopter face aux commentaires littéraires le jour de l'écrit. Alors souvent, vous me dites en cours, et puis par vos messages, que vous avez du mal à trouver vos axes d'études, les sous-parties qui les accompagnent. En fait, c'est tout simple parce que je pense que vous ne vous posez pas les bonnes questions basiques dès le début. Alors cet épisode a pour but justement de vous lister les bonnes questions qu'il faut se poser dès le début de l'épreuve. Alors on va faire comme si on était le jour J, à savoir vous découvrez un texte et premier conseil que je vous donne, vous avez votre premier brouillon avec vous et vous avez ces fameuses questions en tête qu'on aura vues aujourd'hui. À chaque fois que vous allez avoir une question, en fait en face, vous allez mettre sur ce fameux brouillon un mot-clé qui va vous permettre de vous dire que cet aspect-là, il ne faudra pas l'oublier justement quand vous allez commenter votre texte. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la méthode que l'on pourrait appliquer si le jour J, vous êtes face à un extrait de théâtre et en l'occurrence, si ce texte s'inscrit dans l'objet d'étude, le théâtre du XVIIe au XXIe siècle. Vous le savez très bien, le jour de l'écrit, hypothétiquement, vous pouvez donc tomber sur un texte qui va de cette période du XVIIe jusqu'au XXIe siècle. Alors n'oubliez pas de regarder aussi l'infographie qui accompagne cet épisode, ça vous permettra de voir pas à pas quelles sont les bonnes questions qu'il faut se poser le jour J. Donc on est d'accord, on est avec notre feuille de brouillon et dans notre tête, on se souvient de ces fameuses questions qu'il faut se poser face au texte et à chaque fois qu'on a une question, on va mettre sur notre brouillon les mots-clés qui permettront de petit à petit construire ce qui sera le squelette de notre commentaire, en l'occurrence les fameux axes d'étude et les sous-parties. On découvre le texte et pendant les 30 premières minutes, donc on va récapituler dans sa tête ces fameuses questions. Alors les premières questions, c'est tout simplement de regarder le paratexte et de se poser la question: quelles sont les informations que me donne ce paratexte? On est bien d'accord que le paratexte, c'est très souvent le fameux petit chapeau introductif qui est écrit en italique et qui vous donne des petites pistes et des indices. Ensuite, par le nom de l'auteur, le titre et la date, posez-vous la question, quel est le contexte historique, le mouvement littéraire? Et vous mettez en face de votre texte, imaginons au hasard, vous avez un texte de Racine, eh bien vous allez mettre, forcément classicisme, tragédie, et vous voilà, mettez ces mots-clés, incontournables qui ne peuvent pas ne pas être abordés le jour d'un commentaire écrit. Ensuite, vous allez vous dire: «Est-ce que j'ai, sous les yeux un texte qui ressemble à un dialogue, un monologue, une tirade? Est-ce que c'est écrit en vers ou en prose? Et est-ce que, vu, le nom de l'auteur, par exemple, j'ai affaire à une tragédie, à une comédie, à une tragicomédie, un vaudeville, un théâtre de l'absurde?» Enfin bref. Ce qui induit, vous avez compris aussi, en amont dans vos révisions, d'avoir, clair dans votre tête toutes les perspectives d'histoire littéraire. Donc ça, c'est les premières impressions, les premières intuitions que vous notez sur votre feuille de brouillon. Donc encore une fois, juste sous forme de mots-clés, vous ne rédigez pas. Donc je répète, exemple, si c'est Racine, tragédie, vous mettez classicisme, vous mettez par exemple monologue et encore une fois tous ces mots, dialogue, tirade, monologue, vous avez un petit doute. Vous avez très certainement, un manuel scolaire qui est en version papier ou numérique et souvent vers la fin, vous avez des petites fiches mémo qui vous, récapitulent les mots-clés. N'oubliez pas aussi sur Podcastic que vous avez, justement tous ces mots-clés qui sont, évoqués dans une autre série avec le clap lexique. Voilà, donc si vous avez un doute, retournez vers ces épisodes. Ensuite, on continue, et vous commencez un petit peu à creuser votre réflexion et après, ces premières questions de première lecture, intéressez-vous à l'intrigue théâtrale. Quel est le thème ou les thèmes qui sont finalement abordés dans l'extrait? Ça peut être, déclaration, aveu, expression de la jalousie du personnage, tension, fraternelle, et cetera. Vous mettez sous cette forme-là.
Quelle est la tonalité ensuite dominante? Alors bien sûr, quand on se pose cette question dans sa tête, la tonalité, c'est tout ce qui se réfère au registre littéraire exploité. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez plus affaire à un extrait, tragique, comique, pathétique, didactique, enfin bref, mettez, justement, ces mots-clés, sur vos brouillons, qui, permettront peut-être de faire ressortir une idée essentielle. Ensuite, mettez tout simplement où et quand se déroule l'action. N'oubliez jamais qu'au théâtre, très souvent, on vous donne un extrait qui est dans un acte clé. Soit c'est, dans l'acte 1 parce que vous avez affaire aux scènes d'exposition, soit c'est peut-être dans une tragédie, l'acte 3 où on est au point culminant, de l'histoire, ce qu'on appelle, la fameuse phase de l'acmé, où vous avez donc, vraiment la tension qui est à son extrême entre les personnages. Ou alors, ça peut être l'acte 4 ou 5 qui, concerne le dénouement et dans ces cas-là, vous mettez sur votre brouillon, dénouement, et peut-être qu'il ira de pair avec le côté, tragique, et cetera. Après, vous êtes posé des questions sur l'intrigue, posez-vous les questions sur les personnages qui sont en présence dans l'extrait. Est-ce que ce sont les héros ou héroïnes? Est-ce qu'ils sont avec des personnages secondaires? Et dans ce cas-là, quelles sont leurs relations? Est-ce que, ils sont entre eux, complices ou adversaires? Ou ce qu'on appelle plus communément dans le jargon littéraire, est-ce qu'ils sont adjuvants ou opposants? Adjuvant venant d'un terme latin qui veut dire aider, donc est-ce que là on a une scène avec par exemple 2 personnages, l'un étant le héros et l'autre étant secondaire, mais donnant par exemple les bons conseils? Ou à l'inverse, hein, donc c'est un personnage adversaire. Qu'est-ce qui se dégage de leurs traits de caractère? C'est-à-dire leur façon de parler, révèle-t-elle, des traits, significatifs, comme un personnage qui va être pugnace, vengeur, agressif, ou étant dans un état de détresse. Bref, vous essayez de mettre sur votre brouillon, encore une fois, des mots-clés qui vont, traduire justement ces traits de caractère qui, peut-être, constitueront soit un axe, soit une sous-partie. Et puis, dans les personnages, comment s'adressent-ils, justement? Est-ce que vous avez des répliques, plus ou moins, équilibrées? Ou est-ce qu'il y en a un qui fait une tirade, dans ce cas-là, qui monopolise la parole par rapport aux autres? Est-ce qu'on a des stichomitis? C'est-à-dire, vous savez, ces fameuses répliques très brèves entre les personnages qui traduisent soit une tension ou un aspect comique? Est-ce qu'on a des apartés? Bref, vous soulignez tout ça et encore une fois, vous confortez l'idée de savoir si vous avez un registre avec une dominante plutôt tragique ou comique. Donc on continue toujours, ces questions qu'on se pose dans la tête et qui à chaque fois, invitent à mettre un mot-clé sur votre brouillon. Et puis le dernier élément qui me paraît très important puisqu'on est au théâtre et bien souvent, des élèves l'oublient, or, c'est ce qu'attendent les examinateurs ou du moins les correcteurs. Quelles sont les questions que vous pourriez vous poser face à la représentation théâtrale? La fameuse double énonciation. Vous savez, ce fait que, ce qui est propre au théâtre, on a à la fois une énonciation, c'est-à-dire une situation de communication entre les personnages joués par les acteurs et puis on a une énonciation, c'est-à-dire une communication entre les acteurs qui jouent ces personnages et le public. Est-ce que justement, dans cet extrait qu'on vous a donné, le public est complice, est au courant de certaines informations? Est-ce qu'il a un degré de connaissance important par rapport à l'intrigue ou pas? Et donc ça souvent, c'est, le cas lorsque vous êtes dans une scène d'exposition ou, plutôt vous êtes complice quand il s'agit de la fin de la scène où vous comprenez, tous les ressorts et ce qui va se passer. Et puis bien sûr, qui dit théâtre dit mise en scène. Vous allez avoir des textes, selon les siècles, qui vont accorder beaucoup d'importance à la mise en scène, d'où, le fait de s'intéresser aux didascalies. Est-ce qu'elles vous donnent beaucoup d'indications sur les effets scéniques, les déplacements des personnages, les effets de lumière, de son, l'importance des accessoires, des objets, quelle est leur, signification? Est-ce qu'ils sont symboliques ou simplement, descriptifs? Et vous mettez tout ça sur vos mots-clés. Donc, didascalie, symbolique, importance de la mise en scène, sachant que, pour le théâtre, vous pouvez tout à fait consacrer un axe d'étude juste, ce qui est déjà bien, sur la représentation théâtrale.
Et vous vous souvenez que selon les siècles, les didascalies, les indications scéniques sont plus ou moins conséquentes. Bien souvent, au XVIIe siècle, il y en a très peu, ce qui est logique puisque on privilégiait la beauté du texte, la beauté, des vers et puis plus on va avancer dans les siècles, en passant par le drame romantique et le théâtre de l'absurde, plus vous allez avoir cette importance, des didascalies, qui vont donner du sens au texte. Donc n'oubliez pas que vous pouvez au théâtre, et c'est ça aussi sa spécificité, vous pouvez faire un axe d'étude ou une grande sous-partie consacrée exclusivement à cette représentation théâtrale. Donc là, on est à peu près, imaginons, au bout de 20-25 minutes, vous êtes reposé les bonnes questions face au texte. Et si tout va bien, et j'en suis persuadée, sur votre première feuille de brouillon, vous allez avoir à peu près une, vingtaine, 15-20, voire plus, selon aussi l'inspiration face au texte, vous allez avoir à peu près cette vingtaine de mots-clés. Vous allez me dire: «Mais qu'est-ce que j'en fais?» Eh bien là, vous savez que, intuitivement, vous avez en fait tous les ingrédients pour que votre recette réussisse. C'est-à-dire dans ces mots-clés, ensuite, vous allez vous dire intuitivement, et je vous assure que faites marcher votre intuition, souvent vous bloquez parce que justement vous interdisez d'avoir cette intuition face au texte. Donc intuitivement, regardez de nouveau tous ces mots-clés et dites-vous: «Bah, quels seraient ceux que vraiment je garderai, parce que pour moi, c'est les plus importants?» Et vous allez en entourer peut-être 2, voire 3, voire 4. Alors bien sûr, l'idée, c'est pas que vous les entouriez de nouveau tous. Mais je répète, une fois que vous avez mis tous ces mots, vous les regardez attentivement, tranquillement et vous entourez d'une couleur ou stabilotez, peu importe, vraiment les 3-4. Et là, vous commencez à comprendre que intuitivement, vous avez entouré les 3-4 qui sont les plus importants et qui ensemble vont bien sûr constituer vos futurs axes d'études. Alors attention, ce que je dis souvent en cours, ces 3-4 mots, il faut qu'ils se complètent et non pas se répètent. Si par exemple vous avez entouré, 2 mots, autour des didascalies, didascalie, symbolique et importance, de la mise en scène, du mouvement, des personnages. Bien sûr que ces 2 mots clés que vous allez entourer, vous allez les mettre ensemble et ils vont devenir la formulation d'un futur axe d'étude. Donc si vous vous rendez compte que dans les mots-clés que vous avez entourés comme étant les plus importants, eh bien ils se répètent, bah, regardez de nouveau les autres mots et essayez de voir justement, ceux qui pourraient, compléter une autre idée importante, significative à vos yeux. Et donc là, on est à peu près aux 25 minutes, 30 minutes, du début de l'épreuve et c'est les minutes les plus importantes. Donc vous avez entouré ces 4-5 mots-clés pour lesquels vous avez fait une nouvelle sélection. Et bien, vous allez me dire: «Mais qu'est-ce que je fais des autres?» C'est-à-dire, des 15-20 qui restent. Bien sûr que vous ne les jetez pas. Vous allez les intégrer dans votre recette et ils vont constituer quoi? Eh bien, les fameux sous-parties qui vont conforter, confirmer vos idées majeures d'axes d'étude. Et donc, dans les 20, il y en a qui vont peut-être très certainement aller ensemble. Eh bien, vous les regroupez, vous les agencez de manière à avoir les fameuses 3 sous-parties que l'on vous demande le jour de l'écrit. Alors parfois, les élèves me disent: «Est-ce qu'il faut absolument un petit A, B, C dans chaque partie?» Oui, on va dire que, on attend que vous équilibriez votre plan de cette façon-là. Pour autant, cette organisation, très cartésienne, hein, qui nous revient et qui remonte au XVIIe siècle, ne soyez pas bloqués, avec cette organisation. Si vous avez un petit A et un petit B qui tiennent tout à fait la route et qui se complètent eux aussi, eh bien, ne vous forcez pas, encore une fois, à faire un petit C qui n'aura peut-être pas du sens. Encore une fois, faites marcher votre intuition. Si vous sentez bien un petit A, un petit B qui tiennent la route, n'en rajoutez pas un petit C qui, on le verra à l'écrit, donnera l'impression que vous avez absolument voulu en rajouter un parce qu'il fallait 3 sous-parties. Alors après, bah, la phase cruciale, et je dirais la plus importante, c'est celle que vous venez de réaliser. Elle va consister en quoi? Vous avez trouvé vos 2 grands mots-clés qui deviennent vos axes d'étude. Vous avez trouvé les mots-clés qui deviennent les sous-parties. Et bien après, ça va être presque un jeu, en ce sens si, croyez-moi, hein, parce qu'il y a des élèves, quand je leur dis ça, ils me regardent, oui, bah, comme si c'était amusant de faire un commentaire littéraire écrit. Oui, ça va devenir presque un jeu parce que imaginons, vous avez, un grand A, une représentation théâtrale tragique.
petit a, l'importance des didascalies, internes. Eh bien, alors interne, ça veut dire, les mots que prononcent les personnages, donc les acteurs, qui montrent effectivement qu'ils sont marqués par des mouvements, des gestuelles particulières. Et ben, qu'est-ce que vous allez faire? Pour face à ce petit a, vous allez vous amuser à stabiloter d'une couleur toutes les répliques qui se réfèrent à cette idée d'une didascalie interne qui, suggère le mouvement, de la tension, des personnages. Donc vous avez fluoté vos citations qui vont se référer pardon, au petit a et puis après vous allez faire ce que vous savez faire, c'est-à-dire vos micro-analyses stylistiques. C'est-à-dire, je vais relever une réplique et je vais dire: «Bah oui, tiens, il y a tel verbe, telle, connotation, telle syntaxe» et cetera et après vous allez juste agencer vos ingrédients de recette ou si on prend l'image du puzzle, vous allez imbriquer les bonnes parties du puzzle pour que ça ait du sens. Et là, vous entrez dans la phase numéro 2, après ces fameuses 30 minutes où vous avez fait votre to-do list, vous allez agencer votre puzzle plan et vous allez stabiloter de couleurs différentes toutes les répliques qui vont permettre, d'aller dans les petits ABC de la grande partie 1 et de la grande partie 2. Là, je m'arrête juste, vous allez me dire, bah, parfois il y a des corrigés qui nous proposent un plan magnifique en 3 parties. Oui, si vous avez un texte qui vous parle énormément, pour lequel vous avez vraiment une intuition où vous dites: «J'ai plein de choses à dire». Bien sûr que vous pouvez faire 3 grands axes. Moi, je conseille plutôt d'en faire 2 bien équilibrés qui éviteraient un troisième un petit peu bancal, trop court au niveau du rendu copie et mais encore une fois, si vous êtes très inspiré, faites 3 grandes parties, sinon équilibrez en 2 grandes et ça sera largement suffisant et ne vous inquiétez pas, vous arriverez largement au nombre de pages voulues puisque je sais que c'est une de vos obsessions qui est d'ailleurs légitime, hein, du nombre de pages. Là, vous aurez, largement de quoi faire et donc une fois que vous avez fait cette phase, j'ai envie de dire, vous avez fait la plus importante, qui consiste à, agencer et vraiment, un conseil que je vous donne pour bien réviser aussi bien vos bacs blancs que le bac fatidique du mois de juin, ayez en tête, cette fameuse to-do list. Quand vous aurez en tête toutes ces questions, vous ne pourrez pas passer à côté du principal dans les extraits. Pour l'avoir fait par expérience avec les élèves, quand ils se souviennent de ces bonnes questions à se poser, ils ne passent pas à côté du principal dans le texte. Et cette phase, il vaut mieux passer 30 minutes à faire cette phase de brouillon avec les mots-clés, plutôt que de se dire: «Oui, en gros, ce texte, il veut dire ça». On n'est jamais dans le «en gros» face aux commentaires. On est dans le côté précis et méticuleux des bonnes questions à se poser. Donc voilà, j'espère, que cet épisode vous aide un petit peu plus à, cerner l'enjeu des commentaires, littéraires à l'écrit. N'hésitez pas à vous imprimer cette to-do list et le mettre, comme font certains élèves dans leur cahier, un peu en guise de pense-bête. Et puis le conseil que je vous donne, entraînez-vous régulièrement sur des textes inconnus et entraînez-vous et révisez en faisant cette phase des 30 minutes. Il vaut mieux faire cette phase plutôt que d'essayer de vouloir à tout prix rédiger quelque chose. Le plus important, c'est cette phase des 30 minutes où vous posez sur le papier les fameux mots-clés qui vont vous permettre de construire les axes d'études. Dans cette série, vous retrouverez aussi ce même principe de la to-do list, hein, pour les autres objets d'études, romans, poésie, théâtre, littérature d'idées. Et d'ici là, je vous dis à très vite sur Clapotis pour de nouveaux épisodes.